Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Bientôt une bibliothèque moderne pour l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Le Premier ministre Dr Bernard Goumou a procédé à la pose de la première pierre. Les échos, c'est dans un très bref instant. Et puis tenue de la première session annuelle du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique AGCT du ministère du Plan et de la coopération internationale. Objectif, valider le nouveau plan de travail annuel 2023. Enfin, focus ce soir sur la mortalité maternelle qui endeuille de nombreuses familles en Guinée. Des femmes meurent en donnant la vie suite à des complications obstétriques, notamment le manque de qualification de l'offre de soins dans nos structures sanitaires est pointé du doigt. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets. Décret D 2023-0089 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'Information et de la Communication. Le président de la transition, vu l'achat de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, l'inspection générale du ministère de l'Information et de la Communication de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du ministère. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'assurer le contrôle interne de tous les services du ministère de l'Information et de la Communication et de tout autre organisme et institution impliqué dans les activités à réaliser au compte du ministère et par les entités et services relevant du ministère, d'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des missions dévolues au service du ministère, d'organiser et ou effectuer des missions d'audit dans les services et entités relevant du ministère, de répondre à toute demande d'expertise formulée par le ministre sur une structure du département et de donner des avis motivés, d'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, de présider les passations de services au sein des services relevant du ministère, d'assurer l'arbitrage entre les services du ministère, de s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs, de veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes, de s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du ministère en relation avec les services concernés, d'instruire conformément à la réglementation en vigueur toute enquête ou vérification concernant un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement d'un service et d'une entité du ministère et fournir un rapport à la hiérarchie d'accomplir toute mission spécifique confiée par le chef du département dans le cadre du service, de participer à l'examen des rapports d'activité des services et des organismes publics relevant du ministère. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, l'inspection générale du ministère de l'Information et de la Communication comprend des inspecteurs et des contrôleurs. Chapitre 3, disposition finale. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 31 mars 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0090 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Le président de la transition, vu l'achat de la transition, décrète. Chapitre 1, mission et attribution. Le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, en abrégé CFP-TIC, est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication.
Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission d'assurer les activités de formation, de perfectionnement en faveur des acteurs de l'information et de la communication. À ce titre, il est particulièrement chargé de participer à l'identification et à la centralisation des besoins de formation et de perfectionnement des acteurs de l'information et de la communication, d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes de formation et de perfectionnement des acteurs de l'information et de la communication, d'améliorer les aptitudes professionnelles des acteurs de l'information et de la communication, d'entretenir et de développer les relations de coopération et de partenariat avec les institutions similaires et les partenaires au développement, de participer à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des programmes et projets de renforcement de capacité des acteurs de l'information et de la communication. Chapitre 3, disposition finale. Les chefs de département et de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre de l'Information et de la Communication sur proposition du directeur général du centre. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 31 mars 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0091, PRG CNRD SGG portant attribution et organisation de la Direction régionale de l'information et de la communication. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Sous l'autorité administrative du gouverneur de région et sous le contrôle technique du ministre en charge de l'information et de la communication, la direction régionale de l'information et de la communication, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission d'assurer la coordination, l'impulsion et le contrôle au niveau régional des missions dévolues aux services centraux du ministère. À ce titre, elle est particulièrement chargée de coordonner la mise en œuvre au niveau régional de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information et de la communication, suivre et évaluer les programmes et projets initiés par le ministère de l'Information et de la Communication au niveau régional, veiller sur le plan régional au respect de la législation et de la réglementation en matière d'information et de communication, veiller à la mise en œuvre des programmes et projets des services techniques au niveau régional, veiller à la mise en application de la stratégie de communication gouvernementale au niveau régional, recevoir les demandes d'agrément, d'implantation et d'exploitation des médias audiovisuels privés au niveau régional et les transmettre au ministère de l'Information et de la Communication pour traitement. Veiller sur le plan régional au respect des cahiers de charges relatifs à l'implantation et à l'exploitation des médias audiovisuels privés et des sociétés de distribution d'images. Participer au niveau régional à l'identification des besoins en formation des acteurs de l'information et de la communication, suivre, contrôler et évaluer l'exécution des activités du plan d'action du ministère de l'Information et de la Communication au niveau régional, favoriser la libre circulation des idées et des opinions au niveau régional, favoriser la concertation des acteurs de la presse au niveau régional, participer aux rencontres traitant des questions relevant de sa compétence, produire des rapports d'activité périodiques. Article 2. La direction régionale de l'information et de la communication est dirigée par un directeur régional nommé par décret pris sur proposition du ministre en charge de l'information et de la communication. Le directeur régional impulse, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités des services au niveau régional. Chapitre 2, organisation. Article 3. Pour accomplir sa mission, la direction régionale de l'information et de la communication comprend des services d'appui des sections. Article 4. Les détails d'organisation et les attributions des services et sections de la Direction régionale de l'information et de la communication sont fixés par arrêté du ministre de l'Information et de la Communication. Chapitre 3. Disposition finale. Article 5.
Les chefs de section, de service, de cellules et équivalents sont nommés par décision du ministre de l'Information et de la Communication sur proposition du directeur régional. Article 6. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 mars 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Tenue du Conseil ordinaire des ministres sous la haute autorité du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, plusieurs sujets d'actualité étaient à l'ordre du jour. Suivant cet extrait du compte-rendu du ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 30 mars 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 mars 2023, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres, divers. Au titre de son message, son Excellence Monsieur le Président de CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message en demandant aux ministres d'observer 1 minute de silence à la mémoire de notre regretté Elhadj Ousmane Baldé pour les intimes sans loi. À cet effet, il a indiqué qu'Elhadj Ousmane Baldé, en plus d'être l'époux de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, était un homme vénéré et un grand opérateur économique en République de Guinée. Pour le président de la transition, son rappel à Dieu représente une grande perte pour la nation tout entière et qu'en cette douloureuse circonstance, il a présenté en son nom propre, au nom du gouvernement, au nom de tout le peuple de Guinée, les condoléances les plus émues à la famille, aux proches de notre regretté Elhadj Ousmane Baldé. Puisse Dieu l'accepter dans son paradis. Amen. À cet effet, le président de la transition a fait savoir que le CNRD et le gouvernement enverront une délégation à Fatako pour assister aux obsèques. Ensuite, le chef de l'État a porté son message sur 2 points, à savoir les félicitations, le rappel. Au titre du premier point, le président de la transition a adressé ses félicitations au ministre des Infrastructures et des Travaux publics ainsi qu'à celui des Transports, respectivement pour les travaux de marquage, de signalisation de nos routes et pour la pose des premières pierres de 3 et bientôt de 4 aérodromes à l'intérieur du pays. Dans la même lancée, le chef de l'État a mentionné que les questions de routes et d'aérodromes restent des grands défis de la transition. À cet effet, il a invité les ministres concernés à poursuivre et à faire en sorte que les normes, les coûts et les délais contractuels soient respectés, en y veillant personnellement. Au titre du deuxième point, le président de la transition a rappelé que l'instruction qu'il avait donnée lors d'un conseil des ministres de prendre des dispositions pour libérer les emprises de la route a été effectivement appliquée. Cependant, le point d'attention est de faire en sorte que cela continue dans le temps pour empêcher toute éventuelle réoccupation illégale ou anarchique par les populations riveraines. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc un extrait du compte-rendu rendu par Madame la ministre Rose Paula Prissiomo du plan et de la coopération internationale. Décédé il y a quelques jours à Conakry, Elhadj Ousmane Baldé, sans loi, a rejoint sa dernière demeure dans son Fatako natal ce vendredi. Mais avant, hier jeudi, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, était aux côtés de sa famille à la grande mosquée Faisal de Conakry pour lui rendre un hommage digne de son rang. Oumar Bari. L'annonce du décès de l'opérateur économique
et président de la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée, El Hadj Ousmane Baldé, a fait l'effet d'une véritable onde de choc à travers tout le pays et à l'extérieur. Tout ce jeudi 30 mars, des personnalités venues de tous les horizons se sont donné rendez-vous à la mosquée Faisal de Conakry pour exprimer leur compassion et rendre un vibrant hommage à cet homme qui, durant toute sa vie, aura été au service de la Guinée. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, premier responsable du pays, a tenu à se déplacer personnellement pour rehausser de sa présence cette cérémonie d'hommage et de prière empreinte de vive émotion et de tristesse. La prière funéraire a été dirigée par le premier imam de la mosquée Faisal. El Hadj Mamadou Saliou Camara prie pour qu'Allah pardonne et fasse miséricorde à l'illustre disparu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque musulman attend la mort et chaque non-musulman aussi attend la mort. Sa mort est triste pour nous, mais Dieu qui l'a rappelé, nous, derrière, on n'est que faire le doigt pour lui, demander Dieu de le faire rentrer dans son paradis, de le pardonner de mauvaises actions, de l'accepter des bonnes actions qu'il a faites dans sa vie. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est dit peiné par le décès d'El Hadj Ousmane Baldé, a rendu hommage à une personnalité publique émérite, serviable et engagée au service de sa nation. C'est le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République, le colonel Amara Camara, qui a transmis le message du chef de l'État après la prière funéraire. Les moments sont assez particuliers, assez pathétiques. Le chef de l'État a effectué le déplacement à la Grande Mosquée pour rendre un dernier hommage à un digne fils du pays, El Hadj Ousmane Baldé, sans loi, qui nous a quittés. Et là, j'ai aussi l'époux de Madame la ministre de l'Environnement, est venu se porter au chevet de la famille pour consoler la famille, présenter ses condoléances, présenter les condoléances de la nation à toute la Guinée entière qui a perdu un de ses valeureux enfants et prier pour le repos de son âme. Également, le chef de l'État a donné des instructions à ce qu'une très grande délégation du gouvernement, mais aussi du CNRD, puisse se porter au chevet de la famille à Fatako pour participer aux côtés de la famille à l'enterrement de notre regretté El Hadj Ousmane Baldé. Nous prions Dieu qu'il accepte dans son paradis et que la terre lui soit légère. Au nom de la famille éplorée, l'un des fils d'El Hadj Ousmane Baldé remercie le président colonel Mamadi Doumbouya pour sa compassion, sa sollicitude et son accompagnement à travers tout le gouvernement. Je demande au peuple de Guinée de prier pour El Hadj Ousmane, qui a donné toute sa vie pour l'unité nationale, la paix, l'entente et le développement économique et social. La famille remercie les autorités de la transition. Ils l'ont honoré. Que Dieu leur préserve, les accompagne dans leur activité noble qui est l'unité nationale, le rassemblement, le développement, et qu'ensemble en Guinée on puisse vivre dans l'unité, dans l'harmonie, dans la fraternité. Nous remercions le peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous avons perdu un père, mais nous sommes contents de savoir qu'on a la Guinée entière. Je suis très ému et je remercie le chef de l'État d'avoir pris part à cette cérémonie funèbre. Inch'Allah, l'œuvre de El Hadj Ousmane Fatako Baldé sera perpétuée. Né le 5 septembre 1939 à Fatako, dans Tougué, El Hadj Ousmane Baldé fut un homme qui a mis sa réussite au service de la société, en œuvrant notamment pour le rayonnement de son village natal, à travers la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Hormis sa posture d'homme, œuvrant pour le bonheur de ses concitoyens, ce charismatique sage du Fouta, mobilisateur hors pair, a largement contribué à l'entente entre les filles et fils de cette contrée. Ce qui lui a valu d'ailleurs la notoriété d'être intronisé président de la coordination des Fulbe et Halipular de Guinée. Ce grand notable était connu pour ses prises de position tranchantes et son engagement total quand il s'agissait de lutter pour la justice, l'égalité et l'état de droit.
Alors que l'état de droit ne cessait de prendre du recul, El Hadj Ousmane Baldé a vu beaucoup de ses biens immobiliers saisis. Malgré tout, l'homme n'a jamais courbé l'échine jusqu'au 5 septembre 2021, date à laquelle les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités, avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, pour mettre fin à la misère généralisée des populations et la confiscation de leurs biens, de leurs libertés fondamentales. Ainsi, faisant de la justice la boussole de la gouvernance en cette période de transition, le président-colonel Mamadi Doumbouya ordonne la restitution de nombreux biens immobiliers du richissime homme d'affaires qui avaient été injustement confisqués. Il s'agissait notamment des sites de Kaloum et ceux des établissements Baldé Motors à Matam. Après la remise officielle des biens de l'opérateur économique par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le colonel Amara Kamara, qui était en compagnie du ministre Ousmane Gawal Diallo, El Hadj Ousmane Baldé n'avait pas manqué d'exprimer toute sa gratitude et reconnaissance au président-colonel Mamadi Doumbouya, premier responsable du pays, ainsi qu'aux autorités de la transition. Par ce tact allant dans le sens de l'apaisement, élément déterminant de toutes les actions du CNRD, les autorités de la transition ont marqué un pas de plus dans le combat pour la restauration de la justice, de l'état de droit, condition principale et sine qua non pour enclencher tout développement. Gardien d'un certain nombre de valeurs morales, avec son manteau de président de la coordination nationale des Fulbe et Halipular, le regretté notable de Fouta, El Hadj Ousmane Baldé, communément appelé sa loi, a vécu sa dernière seconde d'existence sur Terre le dimanche aux environs de 23h GMT, heure à laquelle il a été victime d'un malaise qui l'a finalement emporté. Il a tiré sa révérence à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui 4 veuves et 26 enfants inconsolables. Il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi 31 mars 2023 dans son Fatako natal, précisément à Tougué, dans la région de la Moyenne-Guinée. De l'illustre disparu Amine, sous la coordination du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le 5e convoi des Guinéens en détresse en Tunisie est arrivé ce vendredi soir à Conakry. Ils sont 49 compatriotes à être accueillis à l'aéroport par les autorités de la transition. À la tête, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Compte rendu adjudant Boubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis un certain temps, les Guinéens et d'autres Africains sont victimes de persécutions en Tunisie par des Tunisiens. Dès les premières heures de cette situation, le gouvernement guinéen a, sur instruction du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, établi un programme de rapatriement volontaire de nos compatriotes. Déterminé à assurer cette opération avec succès, le chef de l'État, à lors de la réception du premier convoi, déclarait ceci. Je voudrais, au nom du peuple guinéen, exprimer notre position, notre vision de la situation en Tunisie, qui pour nous n'est ni acceptable, ni normal en 2023. Nos frères qui sont restés là-bas, nous allons continuer à aller les chercher. Et je voudrais dire à nos concitoyens qu'un point aérien est déjà mis en place pour aller chercher tous les Guinéens qui voudraient rentrer au pays. Cet engagement du président colonel Mamadi Doumbouya ne fait pas défaut. Sous la coordination du patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Kouyaté, l'opération se poursuit à vive allure. Ce vendredi encore, un 5e convoi de 49 personnes est arrivé au pays à bord du vol spécial affrété par le président de la transition pour la circonstance. J'ai quitté ici en fait minimum depuis 4 ans comme ça. 4 ans depuis que j'ai quitté ici. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Le comportement des Tunisiens, ils sont racistes envers nous. Même si on travaille, ils vont créer des difficultés envers nous. On nous a assassés dans les maisons. Il y a certains citoyens qui nous brutalisent, qui nous agressent sur les rues, arracher ce qu'on a. Si tu ne sois pas prudent, c'est pas bon. Le travail qui a été commencé en Tunisie, sur instruction du président de la transition, se poursuit donc. Il y a eu une interruption technique parce qu'il faut prendre toutes les dispositions
pour que nos compatriotes voyagent dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, nous avons le 5e convoi qui est là, avec 49 compatriotes. Et vous remarquerez que parmi eux, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, puisque le filtre que nous avons imposé là-bas, c'était de venir d'abord en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Ces compatriotes ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Aujourd'hui, c'est le 5e convoi et comme l'a dit M. le ministre des Affaires étrangères, nous allons continuer cet exercice partout où un Guinéen sera en détresse et qui exprime le désir de revenir chez lui, on mettra tous les moyens pour que ce compatriote-là puisse regagner la Guinée. Il y a 3 jours ou 4 jours, une de nos compatriotes en Égypte, tombée gravement malade. Elle était dans un hôpital, mais on ne pouvait pas la prendre en charge parce qu'elle n'avait pas les moyens. Le ministre des Affaires étrangères, sur instruction du chef de l'État, aussitôt a écrit et nous avons pris cette compatriote-là en charge. Donc c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire. Et je me joins aussi à nos compatriotes et à tous les membres du gouvernement pour remercier cet homme, pour remercier ce patriote. Pour ceux qui sont malades, il y a une équipe de la santé, il y a des psychologues qui sont là pour vous. Une fois encore, soyez les bienvenus, vous êtes chez vous, vous êtes libres. Cette opération de rapatriement volontaire des Guinéens de Tunisie va se poursuivre. D'autres convois sont aussi attendus à Conakry les jours à venir. Je vous le disais dans les titres, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'apprête à avoir sa bibliothèque moderne. C'est le Premier ministre qui a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure en présence de plusieurs membres du gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation tient au respect du cahier de charge. Mounir Bari. Sur cet espace de 2736 m² que sera réalisée la bibliothèque moderne de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, un projet présidentiel qui cadre avec la lettre de mission assignée au département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce projet prévoit la réalisation d'un bâtiment R+2 avec mezzanine sur une surface totale de 2736 m². Il est composé d'un rez-de-chaussée, d'un hall d'accueil associé à un espace café, une zone de gestion, d'une salle de projection, d'une salle de lecture et des sanitaires hommes-femmes et personnes à mobilité réduite. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia compte à la date d'aujourd'hui 13 705 étudiants pour 35 salles de classe. Le ratio qui s'y dégage est loin de satisfaire les exigences de l'Agence nationale d'assurance qualité. La réalisation de cette infrastructure de 2 étages vient matérialiser la volonté du chef de l'État de faire de l'éducation le socle du développement économique et social de la Guinée. Financée par le budget national de développement, cette bibliothèque sera dotée de toutes les commodités nécessaires à la recherche et à l'innovation. Le Premier ministre chef du gouvernement tient au respect de délais contractuels. Le gouvernement guinéen souhaite mettre en œuvre un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'extension des universités en République de Guinée. Dans cette première phase, conformément à la lettre de mission qui a été assignée à mon département, nous avons décidé de construire cette bibliothèque de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, qui vient répondre à un besoin crucial au sein de cette institution d'enseignement supérieur. Nous avons toujours souffert de manque de bibliothèques véritables au niveau national et au niveau de nos universités, instituts et centres de recherche. Le temps est donc venu de combler ce gap. Cela commence par l'université de Sonfonia aujourd'hui et suivront dans d'autres universités et instituts. Après la pose de la première pierre de cet édifice,
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte veiller à l'exécution correcte des travaux et au respect du délai contractuel de 12 mois. L'Agence guinéenne de coopération technique AGCT du ministère du Plan et de la coopération internationale entend pleinement jouer son rôle de point focal national des projets et programmes financés par les pays et institutions amis de la Guinée. Déjà érigée en EPA, l'agence a tenu sa première session annuelle de son conseil d'administration pour valider le nouveau plan de travail annuel 2023 et d'autres outils indispensables à l'atteinte de ces résultats. Mamadi Tanakamisoko. Autour de cette table, des techniciens et hauts cadres de l'administration publique, membres du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique, ils ont une grande responsabilité, celle d'aider la direction générale à la coordination de l'ensemble des projets et programmes de coopération entre la Guinée et les pays et institutions partenaires. Cette première session annuelle 2022 du CA sonne ainsi comme une opportunité pour baliser le chemin. Nous avons suivi avec grand intérêt la communication de Madame la directrice générale qui nous a présenté son agence, ses priorités, ses perspectives, mais aussi les défis et les blocages. Ce sont ces éléments que le conseil d'administration va examiner dans un second temps. Ensuite, les aligner aux priorités nationales et donner de nouvelles orientations pour que l'agence puisse atteindre rapidement les objectifs qui lui sont assignés par le ministère de tutelle. Créée il y a plus de 10 ans, c'est en 2020 que l'Agence guinéenne de coopération technique a été érigée en EPA. Le chantier est donc immense, il passe par la vulgarisation des rôles et missions de l'agence auprès des départements ministériels et des partenaires techniques et financiers. L'Agence guinéenne de coopération technique doit être le point focal national auprès des autres agences qui évoluent en Guinée. Donc tous ces aspects ne sont pas bien connus, donc c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est comment vraiment promouvoir la coopération sud-sud technique et triangulaire. Déjà, pour aller vite et bien, le plan de travail annuel 2023 et le budget sont adoptés. D'autres documents juridiques comme le règlement intérieur et le manuel de procédure sont aussi validés par les 11 membres du conseil d'administration. Dans l'actualité également, les travaux préparatoires du comité d'évaluation des politiques des institutions nationales viennent d'être lancés par le ministère de l'économie et des finances. Les membres ont 30 jours pour mener des réflexions devant améliorer la notation de la Guinée dans le classement du groupe de la Banque africaine de développement notamment. Mamadi Gassama. La Guinée, dans la perspective de conforter sa notation dans le classement des pays membres du CPI, entendait Comité d'évaluation des politiques et des institutions nationales. Au ministère de l'économie et des finances, le compte à rebours est lancé avec à la clé un diagnostic complet des indicateurs en vue de préparer la prochaine notation. En 2018, déjà le score CPI de la Guinée était de 3,2 dans le classement des pays fait par la Banque mondiale. Le comité a ensuite travaillé en collaboration avec les services techniques de la Banque mondiale dans le cadre de l'évaluation 2019, 2020 et 2021. À l'issue de l'évaluation, notre pays a enregistré en 2019 une amélioration au niveau du commerce et de l'environnement, dont les notes sont passées respectivement de 3,5 à 4,0. Ce score n'a toutefois pas changé. La note globale de la Guinée qui est restée à 3,2 comparativement en 2018, même si elle peut être considérée comme une performance par rapport à 2018 et à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 3,1. Ainsi, pendant 30 jours, ce comité technique aura pour mission de mener des réflexions stratégiques sur l'amélioration de la qualité des politiques et des institutions nationales. Cet outil d'évaluation est porté par le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il s'agit d'un instrument important que le groupe de la Banque mondiale, mais aussi dans une certaine mesure le groupe de la Banque africaine de développement utilise pour justement allouer les ressources publiques concessionnelles, notamment pour le cas de la Banque mondiale, les ressources IDA, en faveur des pays qui sont éligibles. La Guinée fait partie de ces pays
Donc l'exercice consiste tout simplement à s'assurer que le pays a des institutions et des politiques publiques qu'il applique et qui sont assez performantes. Et donc l'évaluation de ces performances se fait sur la base d'une série de critères. Les indicateurs de notation obéissent à un certain nombre de critères, notamment dans le domaine de la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, la gestion du secteur public et des institutions. Renforcement des aptitudes des PME en Guinée, le processus est déjà entamé. Récemment, 55 PME de jeunes étaient en classe à Kankan pour apprendre les techniques IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre. L'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en est l'initiatrice pour inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. Diamo Kaba, reportage. Dans la ville de Nabaya, ils font bouger les lignes à travers leur capacité d'innovation. Ces modèles de réussite sont aussi confrontés à beaucoup de difficultés. À l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, des solutions existent pour préserver leur compétitivité. C'est intéressant parce que ça va nous permettre ici, ce qu'on ne connaissait pas dans l'entrepreneuriat, on va apprendre ça, surtout les domaines d'intervention de cette formation, c'est très important. Parce que le colonel a dit qu'on n'a pas besoin d'une école d'expérience. Aujourd'hui, ici, au sortir de cette formation, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas aussi besoin de l'expérience de 10 ans, 100 ans pour te donner un marché. Le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes est devenu une cause nationale, comme en témoignent les orientations de la transition. Des avantages sont mis à profit afin de relever avec succès les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La présente session portera sur les thématiques suivantes: l'approche haute intensité de main-d'œuvre, l'hygiène, santé et sécurité en milieu de travail, la gestion d'entreprise, la préparation des offres techniques et propositions de services. Grâce à l'AGETIP aujourd'hui, sous les auspices du ministère de la Jeunesse qui agit aussi sous les auspices du gouvernement, très franchement, nous sommes ravis, nous sommes très contents. Nous remercions le gouvernement, nous remercions l'AGETIP, nous remercions le ministère de la Jeunesse et nous solliciterons que ce genre d'activité continue dans notre région. À Kankan, 55 PME locales peuvent désormais conserver leur vitalité et leur force face aux défis futurs. Avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de continuer à renforcer la compétitivité, la capacité d'innovation et l'emploi dans le secteur des PME. Mission de contrôle et d'inspection des casernes militaires et de gendarmerie. L'inspecteur général des forces armées guinéennes est dans la première région militaire de Kindia. Le général Abdoulaye Keita a procédé à la remise de plusieurs engins roulants au commandement du bataillon autonome de Boké. Une action entreprise au nom du ministre de la Défense nationale pour faciliter le déplacement des hommes dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Reportage, sergent-chef Abdelkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Dans sa mission d'inspection à la première région militaire de Kindia, le général de brigade Abdoulaye Keita, inspecteur général des forces armées guinéennes, est venu faire l'état des lieux des casernes militaires et des unités de gendarmerie. La démarche vise à faire un contrôle sur le personnel et les matériels mis à la disposition des hommes pour l'exécution des missions dévolues aux forces de défense et de sécurité. Nous allons veiller sur l'application de ces recommandations. Si on ne fait pas de contrôle, on ne pourra pas savoir ce qui se passe dans les différentes unités. Quelques jours, je vais passer moi-même pour voir est-ce que les remarques faites par l'inspection, les moyens mis à notre disposition, ce sont les moyens qui sont pour la troupe, et que si la troupe que nous commandons n'est pas à l'aise, nous n'avons pas notre raison d'être à la tête de ces troupes. De la compagnie d'infanterie de Kandiafara, en passant par Bofa, Kamsar, jusqu'au PA de Sansalé, le général Abdoulaye Keita a transmis le message du chef suprême des armées. Vous devez vraiment renforcer cette collaboration avec la population civile. Vaille que vaille, si vous voulez réussir dans vos missions. Aussi, il faut renforcer la discipline au sein de vos troupes. Déceler, détecter,
et alerter toute tentative d'indiscipline. Ne laisser personne salir notre corporation. Donc, tâche aux commandants d'unité de veiller sur la discipline au sein de leurs troupes. L'un des soucis primordiaux du commandant en chef des forces armées et de son ministre de la Défense, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense est passé partout. Il a constaté des bonnes choses comme des mauvaises choses. C'est ainsi qu'il a instruit l'inspecteur général des forces armées de prendre une équipe et sortir partout. Au cours de cette mission, des moyens roulants ont été remis au commandant du bataillon autonome de Boki. Objectif, faciliter la mobilité des hommes sur le terrain dans le cadre de la défense de la patrie. Page humanitaire de ce journal. Dans sa campagne de distribution des vivres aux fidèles musulmans et chrétiens du pays en ce mois de pénitence, la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence offre une quantité de vivres aux différents chefs de quartier de l'Abbé. Une initiative présidentielle pour assister et soulager en ce mois saint. Younousa Tawel Kamara. Après la prise en charge sanitaire gratuite des personnes vulnérables de l'Abbé, c'est au tour des autorités locales de recevoir des vivres offerts par la direction du Fonds de développement social et de l'indigence. Ils sont 28 chefs de quartier à bénéficier de cette assistance en ce mois de pénitence et d'aumône. Ces sages qui sont des chefs de quartier de la commune urbaine de l'Abbé. En un premier temps, les chefs de quartier de la commune urbaine ont reçu et ça va s'étendre aux autres autorités et que nous demandons à ces sages, à ces chefs de quartier de formuler des bénédictions pour la réussite de la transition, mais également accepter d'être des colonnes vertébrales du bon déroulement de la transition. Ravis de ce geste, les bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État qui pense aux fidèles à travers la campagne nationale de distribution des vivres sur l'ensemble du territoire national. Il est à mesure de connaître la souffrance de tous les Guinéens et vraiment de corriger sur ça pour que le Guinéen vive dans de bonnes conditions. Nous tirons le chapeau au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe. Je pense que vraiment que Dieu va les guider les pas pour que vraiment la transition passe dans de bonnes conditions et que vraiment la Guinée prospère désormais. Un geste humanitaire qui mérite d'être encouragé et soutenu parce que dans les quartiers, le besoin est là. Il y a toutes les couches vulnérables vivent dans les quartiers. Donc à travers un travail exhaustif de recensement de ces personnes indigentes, on pourra régler une grande partie des problèmes de la pauvreté dans la commune urbaine de l'Abbé. Au terme de la cérémonie, des prières et bénédictions sont formulées pour la paix et la quiétude sociale en cette période de transition en Guinée. En ce mois saint de Ramadan, donc, les bonnes actions de charité se multiplient. L'ambassade des Émirats arabes unis distribue des vivres à de nombreuses familles de 2 quartiers de Conakry. Un geste de charité et de solidification des liens d'amitié et de coopération entre les Émirats arabes unis et la Guinée. Al-Gassim Ouba. Le mois saint de Ramadan, un mois de pénitence et de partage. À cette occasion, elles sont nombreuses, ces personnes de bonne volonté, à manifester leur générosité. C'est le cas ici des Émirats arabes unis qui donnent de la joie à ces différentes familles du quartier de Dabondi École. Il y a de ces personnes qui n'ont pas d'argent comme nous, ils n'ont rien. S'ils nous donnent ça, on va le remercier. 45 tonnes de vivres sont distribuées à 147 familles dans les quartiers de Dar Salam et de Dabondi École dans la commune de Matoto. Ce genre de geste est une obligation pour les Émirats arabes unis, surtout en ce mois saint de Ramadan. C'est un plaisir pour lui aussi de participer avec ses frères musulmans dans ce mois béni pour distribuer les dons de leur pays à leurs frères musulmans en Guinée. Tout ça c'est pour aider les familles pauvres et les familles vénérées
Ça vient aussi dans les dons qu'il fait pour l'humanité. Je remercie l'ambassadeur qui nous a donné et qui nous a permis de faire vivre les plus pauvres, les personnes les plus vulnérables dans mon quartier. La coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis, vraiment, elles sont cordiales et elles sont bonnes. On les encourage. Ce geste de charité vient s'ajouter à plusieurs actions de développement entreprises par les Émirats arabes unis. Des gestes qui confortent les liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et les Émirats arabes unis. Et puis ce vendredi 31 mars, dernier vendredi avant Pâques, les fidèles catholiques se sont donné rendez-vous pour la traditionnelle marche pénitentielle vers Pâques. Les fidèles croyants ont marché de l'église de Koleya à l'archevêché de Conakry pour renouveler leur foi en Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Abraham Christophe Conti a suivi la marche pour nous. Près de 5 km de marche en prière. Une tradition observée depuis plus de 30 ans. Le dernier vendredi avant la Semaine Sainte, les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Conakry effectuent une marche pénitentielle les conduisant aux ardeurs de l'archevêché. Au rythme des cantiques religieux et du chapelet, les fidèles catholiques font le repentir à travers cet autre effet. Voilà. Visite de terrain du chantier de construction de l'Institut national de santé publique dans le district de Kakulimaya à Koya. La ministre du Plan et de la coopération internationale, celui de la santé et l'ambassadeur du Japon en Guinée, au terme des échanges avec les responsables du projet, ont espoir de respect rigoureux des termes du contrat. Mangui Dantomasuma. Situé à 8 km du centre-ville de Koya, dans le district de Kakulimaya, le projet de construction de l'Institut national de santé publique INSP avance à grands pas. Une mission gouvernementale venue s'enquérir de l'évolution des travaux sur le terrain apprécie. L'un des points fondamentaux de cette belle réalisation est que nous serons à l'affût vraiment des maladies infectieuses. Nous pourrons également avoir un système de santé publique qui soit dans un cadre adéquat pour vraiment travailler. Et nous pouvons nous en réjouir aujourd'hui. Nous sommes venus constater de visu ce qui se passe ici avec l'aide de la coopération japonaise. C'est une fierté en tant que Guinéen d'arriver ici et de voir ce site et de penser que dans quelques mois, nous recevrons ce site de la coopération japonaise et notre pays peut se dire l'un de ceux qui abritent dans notre sous-région l'un des centres les plus modernes en termes de recherche sur la prise en charge des épidémies. Donc cet Institut national de santé publique, au nom de notre chef du gouvernement, le docteur Bernard Goumou, et le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, donc dire à toute cette équipe merci pour le travail qui est fait ici. Ce chantier qui emploie plus de 400 travailleurs s'étend sur plus de 4000 m². Il vient allonger la liste des diverses infrastructures réalisées dans la préfecture de Koya par le biais de la coopération japonaise, rappelle le diplomate nippon. J'espère bien que ce, n'est-ce pas, projet de phare, n'est-ce pas, de coopération entre la Guinée et le Japon doit être aussi donc entretenu. Le coût de projet, c'est environ donc 160 milliards de francs guinéens. Je vais rassurer, mesdames et messieurs, le ministre, monsieur l'ambassadeur, que ce bijou sera entretenu. D'ailleurs, il y a un PA qui est installé ici. Mais pour ça, on va renforcer ce PA-là. Une fois achevé, ce projet permettra de renforcer le système d'examen des maladies infectieuses de l'Institut national de la santé publique en tant que laboratoire de santé publique de première référence dans la sous-région, dire même en Afrique. Clôture du mois de mars, mois de la femme. Et ce soir, notre rédaction s'intéresse à la mortalité maternelle considérée élevée dans notre pays. Selon les statistiques, ce sont de nombreuses femmes qui perdent la vie pendant l'accouchement ou juste après. Les complications obstétriques sont l'une des causes citées.
conséquence du manque de qualification de l'offre de soins dans nos structures sanitaires, au point qu'aujourd'hui, le taux de décès maternel de la Guinée est de 550 pour 100 000 naissances vivantes. Le ministère de la Santé travaille pour une baisse sensible de ces chiffres, mais en attendant, c'est une réelle désolation dans les familles endeuillées. Adia Toubari est notre spécialiste santé. Suivez son reportage. Mohamed Mourou, pleine de vie, ne connaîtra pas sa mère. Aïcha, comme on l'appelait, était à son premier geste quand elle est décédée. Une épreuve difficile pour son époux, ainsi que sa famille, qui peine à surmonter sa perte. À 18 h, on s'est rendu à l'hôpital. Le travail n'était pas tout à fait prêt. Après, le docteur l'ont conduit dans la salle d'accouchement. Après quelques minutes, comme ça, une trentaine de minutes, elle a accouché normalement, sans problème. Après, la maman et ma soeur aussi sont venues me dire que ma femme a accouché d'un garçon. Donc, on était tous contents. À chaque fois, si on cherche à aller à la maison, on cherche à la soulever, elle se tordait de douleur, quoi. Donc, enfin, on a décidé de rester à l'hôpital. Après quelques minutes, elle avait fait une crise. Donc, quand elle a fait une crise, le docteur était là, qui prenait la tension, pompait un peu la poitrine du genre pour qu'elle reprenne la respiration. Donc, quand moi j'ai vu ça directement, j'étais inquiet. Maintenant, j'avais eu peur. J'ai dit à ma soeur de m'aider à prendre ma femme pour l'envoyer enfin dans la voiture et l'envoyer dans l'autre hôpital que mon frère avait indiqué. J'ai pleuré, j'ai fait des trucs, bon, j'étais dépassé. Aïcha, paix à son âme, a laissé un grand vide en famille. C'est pourquoi je ne cesse de pleurer Aïcha. Pourquoi? Premièrement, elle a perdu la vie en donnant une vie. Deuxièmement, elle est partie à la fleur de l'âge avec beaucoup d'ambition. Pourtant, le carnet de suivi de grossesse de la jeune dame n'indique aucune complication. Mais selon les témoignages, sa santé s'est dégradée juste après l'accouchement dans une clinique privée. Et l'hémorragie interne ou du postpartum serait la cause de son décès. Moi, je peux dire que c'est dû au saignement que ma femme a subi de la nuit jusqu'au matin et que les docteurs aussi n'ont pas porté trop d'attention ou n'ont pas suivi en fait ma femme. Après qu'elle a manifesté le saignement, après l'accouchement, elle a manifesté le saignement. Donc après ce traitement ou après ce soin, il fallait rester à côté, voir si réellement ça va réchiter ou ça ne va pas réchiter. Et c'est donc ce que le docteur, à mon avis, n'ont pas fait. Perdre la vie en donnant la vie, de nombreux époux et enfants vivent ce sévrage difficile, comme celui du nourrisson Mohamed Mourou et son père Malik Touré. Dans le pays, on estime le taux de mortalité maternelle à 550 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique de santé de 2016. Plusieurs raisons expliquent ce taux, comme le retard dans la prise en charge des complications obstétricales. À la maternité de l'hôpital Niastine, l'un des services de référence du pays, une quinzaine de femmes enceintes sont reçues par jour dans un tableau obstétrical critique. La plupart des femmes que nous recevons, c'est des femmes déjà prises en charge ailleurs, en amont, et qui ont développé des complications qui ont été transférées ici. Et souvent, ces complications, comme je l'ai dit, c'est lié à un manque ou à une mauvaise prise en charge, soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Mais les plus fréquentes, c'est les complications hémorragiques et les complications actuellement hypertensives. Vous avez vu au cours de la visite, la plupart des patients qu'on a vus, ce sont des patients hypertendus. Les complications non ou mal prises en charge aboutissent soit à une infirmité ou alors à un décès, soit de la mère ou de son petit, ou parfois des deux. En 2022, le service a dirigé 8 000 accouchements, dont 6 000 dans un contexte de complications obstétricales. 85 femmes ont trouvé la mort suite à l'accouchement. Le service de maternité a mis en marche un système de prise en charge des cas d'urgence en plein temps. Cette prise en charge comporte plusieurs volets. Vous avez le volet médical, il y a aussi le volet qu'on appelle obstétrical, c'est-à-dire la plupart c'est soit l'accouchement qui peut se faire soit par voie basse ou par la césarienne. On est donc dans les salles où on a les césariennes et parfois d'autres soins obstétricaux. Et sur le plan médical, c'est toute la réanimation. C'est les sérums, c'est le sang, surtout la transfusion sanguine parfois pour les urgences hémorragiques. Face à la problématique de la mortalité maternelle, de nombreuses stratégies sont élaborées et mises en œuvre par le ministère de la Santé pour réduire le taux. Il s'agit notamment du renforcement de capacités du personnel médical,
et de la disponibilité des kits de prise en charge. Le programme forme les formateurs nationaux qui peuvent venir non seulement du niveau central, mais aussi au niveau des régions et des préfectures. Ça, c'est dans le but de renforcer les capacités des prestataires à tout moment pour qu'ils soient en mesure de gérer les cas d'urgence, mais aussi les complications qui peuvent en découler. Si je prends par exemple courant 2022, le gouvernement a déboursé environ 112 milliards, 164 millions de francs guinéens qui étaient consacrés à l'achat des kits. Ces kits-là, une fois disponibles au niveau des structures de santé, ça permet aux prestataires de faire face à des situations qui peuvent se présenter sans trop attendre pour éviter des conséquences néfastes. La maternité et ses risques, notamment de décès, restent encore d'actualité en Guinée, malgré les nombreux efforts consentis dans l'amélioration des indicateurs. Aujourd'hui, le pays affiche le plus grand taux de mortalité maternelle dans la sous-région, selon l'UNFPA. Fin à Cancan des Jeux universitaires de Guinée, les équipes féminines de football et celles masculines de basket de l'université de Sonfonia ont remporté les trophées. Pour les encourager, le ministère de l'Enseignement supérieur leur a remis une enveloppe de 50 millions de francs guinéens. Les autres équipes ont été exhortées à plus de sérieux et de courage dans les études en attendant la prochaine édition. Bakary Bambakondi. C'est au rythme de la fanfare que les autorités et étudiants de l'université de Sonfonia ont accueilli leurs équipes victorieuses des Jeux universitaires de Cancan au compte de la 7e édition. L'équipe féminine de football et celle masculine de basketball ont remporté 2 trophées sur 3 devant 21 autres équipes universitaires du pays. En présence de leurs amis étudiants et les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, les trophées sont présentés aux responsables du campus par les joueurs. L'équipe féminine de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'est adjugée du titre de champion devant celle de Kindia. Ce tournoi universitaire a connu une très belle organisation avec les matchs complètement fous, d'un niveau exceptionnel qui ont tenu tout le monde en haleine grâce à votre soutien indéfectible. Nous sommes conscients que notre université nous a offert les meilleurs équipements et les meilleurs entraîneurs pour nous aider à atteindre notre objectif. Votre investissement dans notre équipe a été crucial pour que nous puissions nous entraîner et nous préparer pendant la compétition. Les Jeux universitaires, une initiative du département de l'enseignement supérieur qui favorise la cohésion entre les étudiants et permet de développer leurs facultés physiques et sportives. Pour cette victoire de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, le rectorat s'en réjouit et exhorte les différentes équipes à plus d'engagement l'année prochaine. Vous avez été à la hauteur de la mission que nous vous avons confiée. Vous avez promis, vous l'avez pleinement réalisé. Vous avez réussi. Pour réussir, il suffit d'avoir l'ambition et des objectifs clairs. Pour que ces jeux continuent, il faut qu'on soit dans la dynamique. La dynamique impulsée au plus haut niveau par les autorités du CNRD, par tous les membres du gouvernement, c'est-à-dire le concret qu'on doit allier à la rigueur dans le respect. Des satisfecits ont été remis aux heureux gagnants pour les encourager, ainsi que 50 millions de francs guinéens, soit 25 millions par équipe comme prime de victoire de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour terminer, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication sur la prorogation de la durée de validité de la carte de presse professionnelle. La Haute Autorité de la Communication informe les journalistes et les forces de défense et de sécurité que la durée de validité de la carte de presse professionnelle qui expire ce 31 mars est prorogée jusqu'au 3 mai 2023. La nouvelle carte sera lancée à cette date au cours d'une cérémonie officielle à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La Haute Autorité de la Communication rappelle aux journalistes
que les opérations de renouvellement et de dépôt des dossiers d'enrôlement sont en cours. La HAC prie les autorités compétentes de bien vouloir faciliter le travail de recherche de l'information aux détenteurs de la carte de presse professionnelle. Conakry, le 31 mars 2023, signé le président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.